Rien pour une personne, hein, dans une maison de 62 mètres carrés, on fait cuire des pâtes à la cuisine, on va monter à 18-19 degrés, mais 65 ou 70% d'humidité relative. Ça y est, on est sorti de la zone de confort. On a 1 degré de plus, mais on est dans l'inconfort thermique. Il y a quand même un enfant de 8 ans qui est venu lui dire « Ah madame, qu'est-ce qu'on est bien chez vous, qu'est-ce qui fait bon ?» Eh bien, chez Pascal, c'est des enduitaires. Un enfant de 8 ans, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est quand même pas classique. Un gamin de 8 ans vienne voir un adulte en disant « Qu'est-ce qu'on est bien chez vous, qu'est-ce qui fait chaud ?» Ben ouais, il n'a pas analysé que c'est un enduitaire. Lui, il est bien, il le dit. Parce qu'on dit ça amène du frais. Non, le frais n'est jamais amené, c'est le chaud qui est évacué. C'est comme ferme la porte, tu laisses entrer le froid. Non, on laisse sortir le chaud, on ne laisse pas entrer le froid. C'est un échange de quelque chose qui existe contre quelque chose qui n'existe pas. Et donc, ce qui existe, la chaleur, c'est les particules qui constituent la matière qui sont en mouvement. Et le froid, c'est parce qu'elles n'ont plus de mouvement. Donc c'est le mouvement qui est transféré de la partie chaude vers la partie froide. Donc c'est toujours le froid qui attire le chaud. Hein. Bonjour Claude. Bonjour Geoffrey. Alors aujourd'hui, on va voir comment devenir habitologue et qu'est-ce que permet de faire l'habitologue. Qu'est-ce qu'un habitologue? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qui es-tu, Claude? Oula, question simple, mais qui peut nécessiter du temps. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Mais le plus important, je vais vous expliquer quand même ce que j'ai fait dans le bâtiment, parce que je crois que ce que j'ai fait ailleurs, bon, ça peut être important, mais c'est de l'anecdote. Donc, avant toute chose, je suis quelqu'un qui croit qu'on a fait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû faire à la planète, et qu'on n'aura pas de plan B, et qu'à partir de là, il faut qu'on fasse gaffe à arrêter les bêtises. Alors, on pourrait parler de plein de sujets. Moi, celui que je maîtrise le mieux, ça reste quand même le bâtiment. Et donc, je vais vous parler du bâtiment avec toujours en arrière-plan cette idée que demain, il faut que nos descendants puissent vivre sur cette planète. Et on a fait un tas de choses qu'on n'aurait pas dû faire. Hein. Donc, ça, c'est quand même ma motivation profonde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans le bâtiment? J'ai appris le métier de charpentier, comme on dit, sur le tas. Et donc, j'ai appris à faire un débit, à faire des plans, à faire des épures, enfin toutes choses que les charpentiers comprendront, dont les charpentiers comprendront ce dont je parle. Et donc, j'ai taillé, j'ai fait les débits, j'ai appris à monter des chalets, c'était en Haute-Savoie. Et après, je suis passé de salarié à créer mon entreprise. Et donc, dans cette entreprise, j'ai d'abord été constructeur de chalets individuels qui étaient en madrier, et puis je suis passé à l'ossature-bois. J'ai tellement aimé l'ossature-bois que j'ai carrément développé un principe constructif d'ossature-bois en kit, de mob en kit, que j'ai fait breveter. Et après, je suis devenu maître d'œuvre. Je suis ensuite revenu à l'artisanat, c'est-à-dire qu'en 2000, après avoir rencontré une personne qui m'a aidé à comprendre que être dans l'ossature-bois, c'est déjà bien, c'est déjà vertueux, mais ce n'est pas le bout du process. Hein, que si vraiment on veut respecter la planète, il faut aller plus loin. Et c'est en parlant d'isolation que j'ai pris conscience de ça. Et en 2000, je me suis lancé dans l'isolation, dite à l'époque naturelle. Parce que l'écologie, c'était un peu un gros mot quand même il y a 25 ans. Hein. Donc c'était le Larzac, on descendait du Larzac avec des sabots, de la paille, etc. C'est quand même autre chose que ça. Et petit à petit, donc je me suis dit, l'isolation, plus jamais de choses chimiques ou de choses nécessitant trop de transformation, allons vers le naturel. Hein. Et petit à petit, j'ai pris conscience que c'était aussi l'écologie et que Et puis qu'en plus, c'était plus adapté pour le bâti ancien. c'était plus adapté pour le bâti ancien et que, non content que ce soit naturel, écologique, renouvelable, bien pour la planète à tout point de vue, et que ça collait bien à l'ancien, c'était aussi plus performant
que les matériaux conventionnels modernes qu'on s'était mis à nous vendre. On ne va pas les passer en revue ici. Ça, on verra peut-être un petit peu plus tard. On verra un peu plus pourquoi. tard. Voilà. En tout cas, c'est des choses que tu transmets. C'est des choses que je transmets et que j'ai constatées sur des chantiers, puisque maintenant, ça fait quand même 25 ans à peu près, que je suis vraiment ce qu'on appelle les mains dans le cambouis. Et que moi, je vais avec ma caisse à outils, je monte à l'escabeau, je coupe, j'installe, je réalise, je vois auparavant ce qu'avaient les clients, je vois après ce qu'ils ont. Et eux me disent ce qu'ils ont connu comme changement. Et ça, bah oui, ok, c'est pas un tableur. Mais quand le client revient et qui dit « Ah ben là, je l'ai eu quand même ça, je l'ai vécu ». La dame qui me dit, enfin le monsieur, parce que attirer vous voyez, la jauge de la chaudière, hein, la jauge de la réserve, de la cuve à fioul, ça c'est le monsieur. Ah, j'ai une cuve de 2000 litres, il n'en reste plus que 200 litres, il faut que je téléphone pour me faire remplir la cuve. C'est monsieur. Et madame, c'est le confort. Et chez des clients, j'avais enlevé de la laine de la laine minérale, du machin, du truc, et on avait mis de la ouate. Je reviens, on avait fait ça avant Noël, je reviens après Noël. Le monsieur me dit, ah, je tire la jauge, purée, ça baisse plus. On consomme vachement moins qu'avant. Il n'avait pas apprécié combien, mais il savait me dire que c'était moi. Et la dame qui arrive avec un sourire, qui dit, et en plus maintenant on a chaud. Donc qu'est-ce qu'il y a à décrypter là-dedans? Auparavant on consommait plus, et on n'avait pas chaud, donc on n'était pas dans le confort. Et là, d'un coup, parce qu'on avait travaillé 10 jours, à peu près, hein, donc on n'avait pas fait une révolution dans la maison, je reviens, et le monsieur me dit, on consomme beaucoup moins, et la dame me dit, ah, monsieur Lefrançois, qu'est-ce qu'on est bien, on a chaud. Ben, qu'est-ce que vous voulez de plus pour un artisan? Ouais. Donc en fait, tu as cette expérience du concret, tu t'es posé des questions, tu t'es remis en question, quasiment toute ta vie, on peut dire. Oui, et puis je me remets encore en question, c'est clair. Et donc, tu as abouti à faire des choses chez des clients, et à les revoir, et à voir sur le long terme ce que ça donne. Oui. Vers la fin de ta carrière, tu es devenu... tu es passé par la ouate de cellulose. Oui, j'ai fait un grand moment dans la ouate, c'est vrai. Je suis devenu formateur, Devenu formateur, et tu as approfondi le sujet de la ouate. Et donc, ça, c'était vers la fin de ta carrière. Et ensuite, tu as décidé de transmettre de différentes manières, à travers des articles, à travers des livres, à travers une chaîne YouTube Papy Claude que certaines personnes connaissent, peut-être les raisons pour lesquelles ils sont avec nous maintenant. Et après, on a créé Soigner l'habitat suite à une rencontre. On ne va pas détailler cette rencontre, comment on en est venu. On est quand même deux dans l'histoire. Mais on en est venu à se donner une mission à travers Soigner l'habitat que tu peux peut-être nous présenter. Oui, alors, après avoir fait de l'isolation, je me suis rendu compte que c'était bien de faire de l'isolation, mais qu'on ne touchait qu'une partie. Qu'un habitat, c'est souvent, moi j'ai beaucoup travaillé dans les habitats anciens, il était là bien avant qu'on se pose les questions de confort. Parce qu'autrefois, dans les maisons très anciennes, les fermes, etc., même les maisons de ville qui ont 100, 150, 200 ans, on avait d'abord une enveloppe qui était une protection physique contre les agressions extérieures. Et parmi les agressions, la pyramide de Maslow n'était pas la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vraiment, on s'abrite, on essaie de ne pas mourir de froid. Mourir de chaud n'était pas le problème à l'époque, ça l'est devenu, mais à l'époque ça ne l'était pas. Et on se nourrit, on se loge et on se reproduit. Voilà, bon, le nourrir, les gens se débrouillaient. Le loger, il y avait la maison. Le reproduire, bon, ben ça, chacun faisait selon ses convictions. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, les gens vivent beaucoup plus longtemps dans leur maison qu'autrefois. Autrefois, on vivait à 30% de son temps à l'intérieur, 70% dehors. Maintenant, c'est l'inverse. On est 70% dedans et 30% dehors. On n'avait pas les moyens de chauffer beaucoup. Donc, on essayait de se maintenir hors gel. Aujourd'hui, on essaie de se maintenir à 18, 19, 20 degrés, voire plus. Voire plus. Le hors gel, c'est pas ça. Le hors gel, c'est faut pas qu'il gèle. Et moi, j'ai le souvenir, je l'ai vécu.
dans ma chambre, enfin pas tous les matins d'hiver, mais j'avais pas mal de matins d'hiver quand même, où l'eau avait gelé. Hmm. Donc, mais on ne mourait pas de froid pour autant. Et donc, parce que les gens ont eu plus de moyens financiers, parce qu'ils ont eu plus d'accès à des systèmes évolués et les moyens de se l'offrir. Et que, comme dirait un certain JMJ, hein, on s'est bien gavé au pétrole, on s'est intoxiqué au pétrole. Et on est là, dans la situation dans laquelle on est, parce qu'on continue sur la civilisation du pétrole. Sauf que la civilisation du pétrole nous a amené dans une situation qu'on connaît aujourd'hui, de bouleversement climatique, de ressources qui commencent à manquer, et de perturbations qui s'emballent et dont on se demande même où est-ce qu'elles vont nous emmener. Et donc ça, il faut absolument qu'on change ces choses-là. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut qu'on revienne au 19e siècle? Je ne suis pas sûr que c'est ce qui vous fait envie, hein. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je prône. Et donc, si on ne revient pas au 19e siècle, il faut qu'on essaie de rester dans un confort le plus grand possible, en consommant le moins possible. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'au fil du temps, le consommer moins possible était devenu une exigence, une obnubilation, y compris de nos dirigeants. Sauf que c'est simplement à l'exploitation. Tout ce qui est consommé à la réalisation, on dirait que ça compte pas. Ben, moi, je suis désolé, mais ça compte. Ça compte parce que on consomme des métaux, on consomme de l'énergie pour fabriquer tout ce qu'on installe, etc. Et tout ça, c'est aussi à mettre Et dedans. aussi, encore faut-il que ça soit compatible avec l'existant. Absolument. Alors, effectivement, j'ai découvert qu'il y avait souvent des incompatibilités entre ce qui est préconisé, ce qui est réalisé, et ce qui aurait été souhaitable de faire, et ce que la maison peut encaisser, voire nécessite. Et donc, on a petit à petit fait évoluer, on a incité les gens à aller vers des consommations moindres, ce qui est une bonne chose, sans se poser la question, je le redis, de la consommation à outrance de ressources. Et ça, il faut le prendre en compte. Ça n'est pas normal qu'on ne le prenne pas en compte. Parce que si à un moment donné, on consomme plus d'énergie pour faire un système qui ne va permettre d'en économiser, eh ben, faut carrément pas y aller, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai un peu creusé, qu'on a creusé. Et donc, après, il y a la compatibilité en termes de est-ce que on doit faire une solution simple, reproductible à l'infini, que sur une analyse, on va dire quand même pas très 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 poussée, de ce que sont les performances thermiques d'une maison, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle laisse sortir comme chaleur, et se dire, voilà, on va avoir 2 ou 3 solutions qu'on va proposer, et systématiquement, on va donner des aides pour ces solutions-là, alors que ces solutions-là, elles sont peut-être très bonnes pour une maison par rapport à un individu, mais cette même maison, un autre individu qui l'habite autrement et qui a d'autres notions de confort, ça sera un autre système, et que ces mêmes individus dans une autre maison, ça serait encore un autre système. Donc finalement, c'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait. Et c'est vrai que c'est pas bien que ça soit pas simple. Mais comme disait Einstein, tout devrait être aussi simple que possible, mais pas plus. Et je pense qu'on est allé bien au-delà du plus et qu'on fait des bêtises. Et donc, moi, je me suis mis petit à petit, au lieu d'aller faire de la réalisation de chantier, parce que on vieillit, on en a marre de monter sur les toits, de monter aux escabeaux, etc. Donc, et puis, à un moment donné, au lieu de faire, on se dit, il faut réfléchir. Parce que quand on a moins de moyens physiques, on n'a pas le choix. On ne peut plus compenser par travailler, comme on dit, on va taper dans la butte. Hein. Non, on ne peut plus. Donc il faut qu'on réfléchisse. Et on est obligé de devenir un peu plus intelligent. Alors, ce n'est pas qu'on l'est devenu plus, c'est que forcément, on fait plus appel à notre matérialisme. On se pose plus de questions. On se pose plus de questions pour s'économiser. C'est égoïste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis je voulais rajouter aussi que l'enjeu aujourd'hui est la rénovation, parce qu'on ne peut plus construire autant qu'avant.
et que malgré tout, il y a des besoins de plus en plus importants parce que la population tend à s'accroître. Donc il y a un énorme enjeu sur la rénovation et que la rénovation est extrêmement hétérogène. Ouais. Et la connaissance de cette hétérogénéité et la prise en compte dans les solutions qui peuvent être proposées, ça devient un enjeu fondamental. C'est fondamental et c'est précisément là le virage que j'ai pris, à savoir que j'ai pris conscience de cette diversité-là et au moment de ma retraite, je voulais transmettre et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien pour transmettre. En tout cas, pas grand-chose sur l'ancien. Sur la construction neuve, on a des labels, on a un tas de trucs, on a fait les RT 2008, 78, 2004, 2008, je ne sais même plus les dates tellement il y en a eu, il y a eu la 2012, etc. Maintenant, on est à la RE 2020. On est passé de la réglementation thermique, on a fait un grand pas, on est passé à la réglementation environnementale. Donc, on a pris en compte certaines choses, mais pas suffisamment à mon goût. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on sorte de cette exclusive thermique pour aller vers quelque chose qui prenne en compte ce qu'est l'habitat. Et ça, c'est assez facile à faire passer. Parce que les gens se disent, la maison, il faut que je l'améliore. C'est mon patrimoine. Les industriels se disent, je vais fabriquer un produit, on va le vendre. Les politiciens se disent, on va donner des subventions pour qu'ils puissent acheter le produit. On va continuer avec notre marche en avant, notre sacro-sainte croissance. Parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de solution, etc., etc. Et en fait, voilà, ça ronronne, tout le monde est content. Sauf que je me suis rendu compte que, et pas, je n'ai pas été le seul, nous nous sommes rendus compte aussi, après qu'on ait soigné l'habitat, qu'on ait créé et soigné l'habitat, suite à, entre autres, des sondages qui ont été faits, et entre autres par l'ADEME, que la question numéro 1 pour les gens dans leur maison, c'est le confort. Alors, on s'est appuyé sur une triptyque qui part du principe qu'il y a une température dite de confort. Ça, c'est une première ânerie, parce qu'on peut être très bien à 10 degrés dans un air sec avec du soleil qui nous illumine, on est en montagne, on est allé se balader, il y a un soleil d'enfer, on est sur la neige, il fait 10 degrés, et on ouvre la doudoune parce qu'on a chaud. Et puis on peut être à 18-20 degrés dans une maison où on a une humidité relative excessive, et finalement on grelotte. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas la température qui compte, c'est les conditions globales dans lesquelles on est, et que ces conditions globales-là, elles doivent répondre à qu'est-ce que le confort. Et le confort, eh bien, précisément là, on sort de la maison d'ingénieur parce que d'un coup, on met quelque chose de vivant, qui a un ressenti. Et là, ben on est mal parce qu'on ne peut pas mettre ça dans l'équation. Parce que les objectifs réglementaires, c'est un niveau de consommation énergétique par mètre carré à 19 degrés. À 19 pour atteindre degrés. 19 degrés. Voilà. Et le 19 degrés en question, c'est la température de l'air. Alors déjà, si on est à 19 degrés, une personne seule qui vit dans 200 mètres carrés et qui est à 19 degrés respecte parfaitement la législation. Par contre, 10 personnes qui vont vivre dans 50 mètres carrés à 20 degrés sont répréhensibles. Alors que, individuellement, la personne toute seule à 19 degrés, qui respecte donc la température légale en France dans ces 200 mètres carrés, consomme infiniment plus que chacun des 10 individus dans leurs 50 mètres carrés. Donc, on se rend compte que déjà, on part d'une non prise en compte de la surface habitable par personne. On a une non prise en compte de la réalité de ce qu'il lui faut individuellement en termes de consommation d'énergie pour se sentir bien, et qu'on est en train de faire des usines à gaz qui correspondent à rien. C'est-à-dire que ça correspond à un niveau de performance en imaginant, en présupposant que ce niveau de performance avec ceux qui consomment un petit peu plus ou qui ont besoin d'un petit peu plus de chaleur ou un petit peu moins, fait que d'une manière globale, la consommation énergétique générale baisse. Oui. C'est un présupposé.
C'est un qui présupposé. est logique. Théoriquement, En théorie, c'est on logique. descend la moyenne de tout, ceux qui sont un peu au-dessus et ceux qui sont un peu en dessous, à la limite, tout descend. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que tu dis que l'ADEME, l'Agence nationale, notamment des économies d'énergie, etc., qui sont des gens tout à fait respectables, ont fait une première enquête qui s'appelle l'enquête Trémy. Elle s'appelle toujours l'enquête Trémy. Mais la première qui a été vraiment portée à la connaissance du public, allait de 2014 à 2016, si ma mémoire ne me trompe pas. Et elle s'était basée sur presque 10 000 maisons, habitats, on dira, maisons, appartements, etc., qui avaient été rénovées pour amélioration énergétique, ce qui avait généré 56 milliards de dépenses en 3 ans, donc à la louche, à peu pas loin en tout cas plus que 20 milliards par, non, presque 20 milliards par année, voilà, presque 20 milliards par année, ce qui est quand même pas rien. Hein. Et donc, pour constater qu'il y avait finalement seulement 20%, je dis de mémoire, hein, seulement 20% de ce qui avait été rénové, qui avait gagné 1 ou 2 places dans le cadre d'un diagnostic de performance énergétique, ce qui veut dire qu'il y en avait 80% qui n'avaient pas gagné de place. Ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas gagné en confort ou en économie d'énergie, mais pas suffisamment pour sortir des passoires énergétiques, de toutes ces appellations qu'on connaît. Et donc ça, 2014-2016, c'était basé sur... les chiffres, on les avait par habitat. Et l'étude Trémy qui a suivi, donc 2017 à 2019, je crois, de mémoire, mais peu importe, on n'apprécie plus par habitat, mais par terawatt économisé au plan national. Et alors là, d'un coup... Mais sur une performance, pas sur le réalisé. Pas sur du réalisé, sur une performance qui était théorique avant les travaux et qui est théorique après les travaux. Et donc, on est d'une situation globale en théorie à une situation globale in fine améliorée en théorie sur quelque chose qui demeure apprécié au plan national. Pourquoi ce choix a été fait? C'est parce qu'effectivement, il peut y avoir des différences climatiques d'une année sur l'autre, qu'il peut y avoir des différents usages. On a plein de bonnes raisons. Mais malgré tout, quand on regarde les consommations énergétiques qui sont publiées par l'ADEME, ça baisse, mais limite en corrélation avec la température moyenne. Voilà, c'est plus la température. Donc, c'est encore plus et la montée en température globale et les hivers qui sont de plus en plus courts qui font qu'on économise. Bon, ben, on n'aurait rien. Alors, je ne veux pas dire que si on n'aurait rien fait, ça aurait été pareil. Non, ça a sans doute apporté quelque chose, je l'espère, parce qu'autrement, c'est à désespérer. Hein. Mais effectivement, moi, nous avons pensé qu'il y avait autre chose à faire. Et donc, notre approche, nous, est totalement différente. C'est-à-dire que, d'un coup, on s'est dit, bon, la maison, c'est une chose, on chauffe de l'air, et donc, quel est le meilleur vecteur pour transporter de la chaleur ? Le transport de la chaleur, sans rentrer dans les détails. Mais même au-delà de ça, je pense qu'avant de rentrer dans ce détail sur Mais on y reviendra. On y reviendra, oui. C'est que, et c'est de là où est venue l'idée de l'habitologue. Oui. C'est de se dire qu'un habitat, c'est un système global. Oui. Que de prendre quelques éléments ou de dire qu'il suffit juste d'en faire une boîte, un thermos, quelque part. Ah bah oui, informons les gens dans des thermos, ce sera parfait. Voilà, d'en faire des thermos pour éviter que la chaleur rentre ou ne sorte suivant les besoins, suffisait, en produisant de l'énergie avec un minimum d'émissions de CO2. Globalement, c'est le souhait. L'approche de l'habitologue, c'est de se dire que chaque maison est différente, avec des qualités et des défauts. Oui. Et que la compréhension du fonctionnement de ce système est fondamentale et accessible. Oui. Et que d'une accessibilité, somme toute, c'est suite à la formation qui représente quelques mois et qu'on peut facilement mettre en œuvre et diffuser.
Oui. Alors, je pense qu'il faut quand même revenir un petit peu sur la situation et l'évolution. La situation dans laquelle on chauffe de l'air. Et ce qu'on essaye de faire, c'est parce qu'on pense que c'est ça qui va nous permettre d'être bien. On demande aux gens, t'as combien chez toi? Bah, j'ai 19. Comment tu sais que tu as 19? J'ai regardé le thermomètre. Et le thermomètre, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure la température de l'air. Bon, on a vu tout à l'heure que c'est pas vraiment là-dessus qu'il fallait se baser. Et donc, le, le, le fait qu'on ait mis dans l'esprit que c'était la température qui primait sur tout le reste, on s'est dit, il faut qu'on maintienne cette température à un niveau donné en consommant le moins possible. Et comme la consommation que l'on a, ce sont les fuites de chaleur par les parois, on s'est dit, il faut limiter les fuites de chaleur. Toute chose complètement logique. Et pour limiter les fuites de chaleur, il n'y a qu'un moyen, c'est isoler. On a choisi d'isoler. Et je suis désolé, il y a d'autres moyens. Mais on s'est dit, le plus simple, c'est d'isoler. Et donc, à partir de là, on est parti dans un délire d'isolation, et je t'en remets, et je t'en remets, et je t'en remets, et je t'en remets. Là, j'ai eu une demande ce matin d'une dame, elle se reconnaîtra, je pense, elle est dans l'Angoulémois, pour ceux qui savent ce que c'est, ils voient où c'est. Et elle a quelqu'un qui est venu, un France Rénov', et elle a déjà 30 cm de laine de roche dans ses combles, qui a dit, il faut remettre 10 à 20 cm d'isolant dessus. Donc, voilà, on va arriver à 40-50 cm d'isolant. Je pense qu'on aurait peut-être pu aller jusqu'au mètre, tant qu'à faire, autant faire des... Carrément, hein, non. C'est pas possible, ça n'a strictement aucun sens. Et ben, cette même dame, elle m'a fait un discours, je pense qu'elle se reconnaîtra. Si elle voit cette vidéo, hein, me dit, j'ai une porte qui permet de passer du jardin dans l'habitat, qui est de mauvaise qualité, qui n'est pas isolée, mais je ne la changerai pas avant 4 ans. J'ai une porte qui me permet de passer de mon sous-sol à l'habitat, qui est une porte intérieure non isolée. Donc sans joint, sans rien. Par contre, j'ai une belle VMC qui fonctionne bien, hydro-réglable, machin, un truc manifestement au top. Sauf que une VMC, un renouvellement d'air, c'est pas simplement une machine. C'est un système qui permet de prendre l'air en un endroit déterminé, qui n'est pas n'importe lequel, dans une pièce sèche, organiser ce qu'on appelle un balayage, en détalonnant sous les portes, pour être extrait depuis une pièce humide. Et si on a des prises d'air parasites dans tous les sens, on ne sait plus où on prend l'air, le balayage n'est pas bien organisé, on a une très belle machine, peut-être très bien installée, mais qui probablement n'a pas le rendement qu'il devait avoir. Et donc, on lui propose de reprendre toute sa maison isolée par l'intérieur, parce que c'est une maison de ville, et que je pense qu'il y a des problèmes d'alignement de façade, etc. Alors déjà, qui dit maison de ville, est-ce qu'elle nous décrit que sa maison est plus petite que les 2 voisines? Donc ça veut dire que déjà, sur les 4 faces extérieures verticales, il y en a 2, ces 2 pignons. Ceux-là, ils ne peuvent pas fuir, puisque les maisons d'à côté sont plus hautes. Donc, elle est avec de l'habitat à côté d'elle. Et on lui dit, il faut isoler votre maison par l'intérieur. Et elle dit, ma maison fait 62 mètres carrés habitables. Je ne vais quand même pas prendre 7 cm. Déjà, a priori, ça sous-entend qu'on lui a dit que ça allait manger 7 cm. Donc, si on mange 7 cm, c'est qu'on va mettre 5 cm d'isolant. Est-ce qu'on va réussir à tout passer dans les 5 cm d'isolant, etc. Hein, et qu'on ne va pas prévoir... enfin bon... Et puis ça prédétermine un type d'isolant, si c'est que 5 cm, pour avoir un maximum de performance voilà, pour l'isolation. Tu as raison, on est probablement un peu dans la pétrochimie, hein, dans ceux qui ont fait le calcul. Et elle dit, mais moi, je ne peux pas me permettre de manger 7 cm tout autour dans ma maison, il ne va rien me rester. Donc, je vais faire de l'isolation par extérieur. Alors, dans son esprit, elle va faire. Est-ce qu'elle a posé la question de la faisabilité? Pas sûr. Parce que si les façades sont alignées, elle ne pourra pas, au moins sur la face qui est sur la rue. Sur ce qui est derrière, elle pourra probablement. Mais est-ce que d'un coup, en s'attaquant à une façade, on va avoir la solution? En plus, elle dit déjà, j'ai 2 menuiseries extérieures qui ne sont pas correctes, elle ne les change pas. Pourquoi ne les change-t-elle pas? Parce qu'on lui a proposé reprendre l'isolation, une pompe à chaleur,
remettre de l'isolation dans ses combles, etc. J'ai regardé à la louche comme ça, bon, je n'ai pas vu les devis, mais ça tourne entre 40 000 50 000 euros l'histoire. Pour une maison de 62 mètres carrés quand même. Oui, et puis en fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'aide sur les changements de menuiserie. Oui, et donc à partir de là, on n'en parle plus trop. Ouais. Hein, voilà, il y a eu la période où il fallait changer toutes les menuiseries. Elles avaient 5 ans, mais c'est pas grave, on les changeait quand même. Aujourd'hui, des menuiseries qui ont 30 ans, 50 ans, bah finalement les mouches peuvent pas rentrer, donc c'est déjà pas mal. Non, je suis désolé, ça va pas. Et donc, on lui a proposé de changer sa chaudière. Et dans le descriptif, je n'ai pas tous les détails, hein, mais avec un peu de métier, on comprend assez vite les choses. J'ai une chaudière fuel, j'ai une cuve de 1500 litres et j'ai des gros radiateurs en fonte. Alors, des gros radiateurs en fonte, ça date un peu le système. Hein. Donc, c'est probablement une température d'eau de l'ordre de 50-55 degrés qui doit circuler là-dedans. On m'a proposé une pompe à chaleur. Bah oui, les pompes à chaleur, on annonce des COP, mais le COP, c'est par rapport à une eau qui sort de la machine qui est à 35 degrés. Si on la fait sortir à 50 degrés, ça ne veut pas dire que la machine n'est pas capable d'y aller. Ça veut dire que le fameux COP de 4 qui est annoncé, où voilà, vous achetez 1 kWh et on vous en restitue 4. Wow, c'est magnifique. Hein, j'achète un baril de lessive, je repars avec 4. Bah oui, c'est bien, c'est en gros ce qu'on est en train de nous expliquer. Sauf que ça, c'est des conditions particulières de température. Donc dans l'Angoulémois, je pense que ça ira à peu près. Puisque c'est aussi par rapport à une température extérieure de 7 degrés minimum. Donc il ne gèle pas à pierre fendre à Angoulême tous les hivers, donc ça, là-dessus, ça va jouer. Mais sur la température d'eau nécessaire pour son système, ça va probablement pas jouer. Et donc, ça ne veut pas dire que la machine ne peut pas. Voilà, au lieu d'avoir 1 kW consommé, 4 restitués, elle va probablement avoir 1 kWh consommé pour 2 kWh restitués. Donc, c'est déjà plus la même chose. Et que donc, si sa machine est conçue idéalement pour 1 pour 4, ça veut dire qu'à 1 pour 2, elle va tourner, je simplifie, 2 fois plus. Donc, si elle a une durée de vie statistique au départ de 15 à 18 ans, bah, je suis désolé, mais statistiquement, à 7 ou 8 ans, ça va mal se passer, quoi. Est-ce qu'elle aura été amortie en 7 à 8 ans? C'est pas sûr. Et compte tenu qu'elle ne semble pas avoir des moyens très élevés, on est probablement parti sur un fluide frigorigène, probablement un R410, peut-être, bon, alors, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Alors, le principe, c'est qu'on prend un fluide, un gaz, on le comprime, donc ça le fait changer d'état. Donc selon le changement d'état d'un gaz qu'on liquéfie ou qu'on refait passer à l'état gazeux, ça consomme ou ça restitue de l'énergie que ça prend ailleurs. C'est le principe du réfrigérateur, mais on tourne à l'envers. Voilà. Alors, cette dame, donc, a eu des conseils qui lui ont été donnés par un délégué France Rénov', hein, voilà, qui, donc, je résume, hein, en gros, c'est remettez de l'isolation dans votre toit, isolez vos murs, et, je ne l'ai pas encore abordé, c'est aussi isoler vos sols. Hein. Donc là, on est en plein dans les injonctions. Oui, la thermos. Voilà, la bouteille thermos. Sauf qu'il ne parle pas des portes. Il passe par les portes. Du point particulier. C'est-à-dire, on fait une bouteille thermos, mais on n'a pas le bouchon. C'est un peu couillon, quoi. Donc, on oublie que le bouchon, c'est le moins cher. Les menuiseries, quand même. Là, s'il faut changer les 2 portes et 4 fenêtres, parce qu'une maison de 62 mètres carrés, il ne va pas y avoir 25 volumes de menuiserie. Hein. Donc, est-ce que peut-être là, on va avoir 3, 4, 5 000 euros à dépenser et on va apporter beaucoup? Parce qu'on lui a dit qu'il faut isoler par l'intérieur. Elle dit je veux isoler par l'extérieur. Moi, je ne sais toujours pas où sont les menuiseries. Ça veut dire que personne ne l'a sensibilisé sur le fait que les menuiseries doivent être dans le prolongement de l'isolant. Ça, c'est primordial. La meilleure des menuiseries mal posée par rapport à l'isolant, c'est 50% de la perte de performance de la menuiserie. Donc, à cause des ponts thermiques. À cause des ponts thermiques, à cause des non-étanchéités au vent, etc., etc. Donc, voilà, ça,
c'est vraiment primordial à faire. Et après, donc, elle a eu des gens qui sont venus, et elle a appelé, parce qu'on a tous des gens qui nous appellent, ou elle les a fait venir, disant, voilà, on vous appelle au nom du gouvernement pour vous faire économiser plein de sous, parce qu'on est la fondation machin, le truc, bon, bref, voilà. Et donc, elle les a fait venir. Elles lui ont dit, bon, faut changer votre chaudière, donc elle ne va pas. De toute façon, vous n'avez plus le droit de garder ces chaudières-là, enfin, le discours classique, et il faut une pompe à chaleur. Alors la pompe à chaleur, aujourd'hui, c'est la solution à tous les problèmes, hein. Si vous mettez une pompe à chaleur, vous gagnez 3 places dans un DPE, hein, je la fais à la louche, mais on n'est pas loin de ça quand même, hein. Donc on ne se pose pas de questions. A priori, cette dame a vu beaucoup de gens, et donc elle me parle de ce dont on lui a parlé. Elle ne me dit pas combien elle consomme de fuel par année. Donc manifestement, a priori, personne ne lui a posé cette question-là. En tout cas, moi, je présuppose, parce que sinon, ça aurait été important pour elle. Et donc, par contre, ce qu'elle a vu, c'est que les devis qui lui ont été faits pour de l'isolation par l'extérieur, elle a trouvé que c'était délirant, bah, probablement, pour les contraintes de maison de ville, entre autres. Elle a vu que la chaudière a dit « Oh, mon Dieu, mais il faut que je change ma chaudière. » Et donc, je vais en avoir pour beaucoup de sous pour mettre cette pompe à chaleur, etc. Et cette pompe à chaleur, c'est toujours de l'électricité. Et les installateurs de la pompe à chaleur lui ont dit « La pompe à chaleur, c'est une bonne solution, mais c'est encore mieux quand c'est isolé, quand même. » Hein. Et donc, on arrive à, en plus de ça, avec ces gros radiateurs en fonte, ce que je disais tout à l'heure, elle est probablement dans un système qui est assez peu adapté aux pompes à chaleur, en tout cas pas cher, hein, avec des rendements pas terribles. Et elle est désespérée. Elle me dit, j'ai vu plein de gens, j'ai lu plein de choses sur Internet, je ne sais plus quoi faire. Et moi, pour moi, ce dont elle m'a parlé, c'est 40 à 50 000 euros pour une maison de 62 mètres carrés. Ce qui est quand même pas rien comme ratio en dépenses, hein. Et elle conclut elle-même en disant « J'en arrive à me demander si finalement je ne vais pas simplement changer ma chaudière fuel par une chaudière électrique. » Eh bien, je me dis que dans tous les gens qu'elle a vus, c'est sûrement pas elle la moins bien orientée et la moins pertinente. Parce qu'une chaudière électrique, ok, elle va consommer des kilowattheures, probablement le double de ce qu'elle consommerait avec une pompe à chaleur. Ok, simplement pour changer une chaudière électrique, ce qui va lui coûter le plus cher, c'est de virer la vieille chaudière. Ça va lui coûter infiniment plus que l'achat et l'installation de la chaudière électrique neuve. Parce qu'une chaudière électrique neuve sur une petite maison comme ça, je pense qu'avec 1 500 euros, elle a fait le tour, hein. Par contre, virer la grosse chaudière, je pense qu'elle est pour plus cher que ça. Dans tous les cas, il faudrait qu'elle la vire, hein. Et donc, est-ce qu'elle a aujourd'hui sa solution? Non, puisque manifestement, elle m'a recherché, elle m'a fait un message par mail, etc., pour me dire, en gros, venez à mon secours, je ne sais plus quoi faire, quoi. Alors, bon, ok, elle vient voir Claude Lefrançois parce que c'est celui qui communique et qu'elle se dit, ah, bah, si je dois avoir un habitologue, il faut que j'ai le meilleur du monde. C'est prétentieux de dire ça, mais je me dis, peut-être que c'est un peu ça quand même qu'elle a pensé. Et donc, aujourd'hui, le constat, c'est il faut qu'il y ait des habitologues partout sur le territoire français. Il y en a un peu. Il n'y en a pas assez, mais il y en a un peu. Et je sais qu'elle en a un qui est pas loin de chez elle. Et que cet habitologue pourrait venir la voir. Et qu'est-ce qu'il ferait, l'habitologue? Ben, il ferait tout ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que personne, a priori, ne lui a expliqué ce qu'est le confort, comment on le ressent, et en quoi sa maison, elle a forcément des avantages et des limites. Et que tous les avantages, il faut s'appuyer dessus, et elle en a découvert. Elle me dit, dans son message, j'ai un pan de toit qui est sud-ouest, qui me semblerait être très bien pour mettre du photovoltaïque. Alors, ok, elle ne va pas se chauffer l'hiver avec des photovoltaïques, on est bien d'accord. Mais elle a probablement, si elle a traité le haut, si elle est mitoyenne, son problème, c'est un peu les fuites, mais pas beaucoup. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de surface fuyante. Elle n'a que les 2 murs. Le sol, bah, manifestement, dans son message, il me dit, dans mon sous-sol, il fait toujours bon.
Bah, pourquoi s'isoler du sous-sol s'il fait bon? S'il fait 12 degrés dans son sous-sol et qu'elle veut avoir 17 ou 18 degrés, c'est ce qu'elle me dit, je vis à 17-18 degrés. Bah, il y a 5 degrés de delta avec le sous-sol. Pourquoi aller coller des isolants terribles là? Ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, c'est de voir comment cette maison, elle peut interagir avec elle, parce que ce que les gens ne savent pas, ce qu'on ne leur explique pas, c'est en quoi une paroi intérieure, en fonction de sa couleur, en fonction des matériaux qui sont utilisés. Par exemple, si on a du bois ou du tissu à l'intérieur contre les parois, eh bien, on aura un meilleur ressenti, un meilleur échange au niveau rayon infrarouge. La température constante. La température. Enfin, à température égale, Hmm. on aura plus de ressenti de confort. Elle a bien compris qu'il y a l'humidité relative. Alors peut-être qu'on ne lui a pas expliqué l'humidité relative, mais elle parle de sa VMC, une VMC hydro-réglable. Donc ça veut dire que c'est une bonne VMC, une bonne machine. Mais par contre, eh ben, elle ne sera pas optimisée tant que ses portes ne seront pas changées. Et pourquoi elle ne change pas ses portes? Parce qu'elle dit, quand j'aurai payé ma pompe à chaleur, que j'aurai fait mes isolations dont on me dit c'est ça qu'il vous faut faire, ben, j'ai plus de sous pour changer mes portes. Alors que selon l'application de la loi de Pareto, j'aime bien la loi de Pareto, avec 20% de la dépense, on résout 80% des problèmes. Eh bien, peut-être que tout simplement en changeant quelques menuiseries, peut-être même pas toutes, peut-être toutes, parce que dans une maison de ville de 62 mètres carrés, je me répète, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, en ayant travaillé un petit peu sur les parements intérieurs. Sans dire d'aller isoler pour lui manger 10 mètres carrés sur sa maison de 62 mètres carrés, mais peut-être lui dire, ben voilà, là, allez, globalement, on va vous enlever 1 mètre carré, 62 moins 1, 61 répartis sur l'ensemble des pièces, ça va, c'est admissible. Et vous n'allez pas faire des dépenses phénoménales, et peut-être même qu'à l'intérieur, c'est plus de la déco que des gros travaux, vous pourrez le faire vous-même. Ouais. Eh bien, l'habitologue lui aura coûté effectivement une dépense que on peut situer entre 500 et 1000 euros pour faire toute une analyse qui va prendre du temps, qui va prendre peut-être une journée, y compris la préparation, expliquer, etc. Mais à la sortie, elle saura ce qu'est le confort, ce qui détermine le confort, en quoi sa maison contribue ou non à son confort. Et que ça n'est pas lié à la température de l'air principalement, mais lié à la qualité de l'air, lié aux échanges qu'on a par rayonnement, échange de rayonnement avec nos habitats, à la stabilité de la température, etc. Et toutes ces choses-là, elle les aura comprises, et l'habitologue lui aura expliqué en quoi sa maison peut l'aider à avoir un ressenti de confort meilleur, en fonction de ce qu'elle est, elle, je dis elle parce que c'est une dame qui m'a écrit, et en fonction des spécificités de sa maison. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant... Et du coup, alors juste pour clore, ouais, à mon avis, les dépenses, au lieu d'être de 40 à 50 000 avec un reste à charge, si on est sur 50 000, un reste à charge de 40, hein, eh bien, ces dépenses seront peut-être de 15 ou 20 000, tout compris. Elle n'aura pas d'aide, mais elle aura dépensé la moitié moins, elle aura du confort, elle aura un habitat sain, elle aura quelque chose qui va être agréable à vivre, qui va perdurer, c'est-à-dire que son habitat va être, le jour où, si un jour elle veut vendre ou autre, bah, son habitat sera classé parmi les habitats écolos. C'est pas pour ça qu'on va le faire avec de l'écologie, mais c'est parce qu'elle va être bien dedans. Et que tout ça, c'est un tout. Et voilà à quoi ça sert un habitologue. Et voilà pourquoi je dis à tous les gens... un élément important, c'est qu'elle aura compris les choix qui ont été faits et que ça ne sera pas les choix de l'expert machin. Voilà. Ou du dernier... du dernier qu'a causé. Du dernier qu'a causé, mais ça sera ses propres choix. Elle aura compris. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque, hein, c'est que suite aux explications de l'habitologue, elle dit « Ah bah si j'ai bien compris, je dois faire ça ». Ben oui. Et on n'est pas là, nous, pour dire aux gens, vous allez faire ça. On est là pour leur faire comprendre, enfin, les aider à comprendre comment eux ressentent du confort et comment fonctionne leur maison. Et comment s'appuyer sur les qualités ou corriger les limites de la maison. Et effectivement, à partir du moment où elle s'est approprié ça, parce qu'aujourd'hui, son angoisse, c'est de se dire,
qu'est-ce que je vais éliminer qui serait le moins bien adapté à mon besoin. C'est-à-dire qu'on part toujours de solutions qu'on nous propose pour voir si ça répond à nos besoins. Alors qu'en fait, on devrait partir de notre besoin pour déterminer vers quoi je devrais aller. Ouais. Et l'avantage des gens quand ils ont vu un habitologue, c'est qu'il ne leur a pas dit les solutions. On peut en souffler une ou deux en disant, à mon avis, ça serait quand même mieux que ça. On peut aller jusque-là, mais on n'a pas à aller plus loin. Et là, le client qui a compris, qu'est-ce qui va améliorer son ressenti de confort? Eh bien, l'artisan qui va venir lui vendre de la poudre de perlimpinpin, il a intérêt d'être un bon vendeur. Parce que le client, il est blindé. Il dit, mais moi, je vais vous dire pourquoi j'en veux pas de votre truc. Parce que ça répond pas à ça, ça répond pas à ça. Alors ça, ok, ça le fait, mais ça génère ça, et moi, je veux pas de ça. Ah, c'est un discours auquel il n'est pas préparé, le vendeur. D'un coup, ah, mais il y a de l'opposition à ma solution. Ben oui, monsieur, il y a de l'opposition, parce que moi, j'en veux pas, parce qu'on m'a expliqué que c'était pas ce qui convenait chez moi. Ce qui convient chez moi, c'est ça. Alors, trouvez-moi une solution. Ah, ben, je l'ai pas. Eh ben, on passe à quelque chose d'autre. Alors, dans la continuité, en prenant exemple de ce cas, Oui. quels sont les défis urgents que l'on constate, et dans la règle des 80-20, Oui. et les défis urgents des habitats qui sont inconfortables et coûteux, auxquels nous devons répondre aujourd'hui. Quels sont ces... Et je crois de mémoire, on en a 3. C'est le défaut de la qualité de l'air, Ça, c'est le 1. la compréhension en quoi le rayonnement apporte du confort et pas l'air. Il faudra expliquer un petit peu Ouais. ce qu'est le rayonnement. Je suis d'accord avec toi. Et... C'est assez sécurisant, d'ailleurs. Ouais, fou. J'ai des craintes pour le Et temps. en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'adaptation nécessaire des habitats au climat et aux contraintes du futur, Oui. mais dans la prise en compte de la situation de l'occupant, de ses aspirations, de ses moyens. Oui. Et voilà, on peut peut-être commencer sur les défauts de qualité de l'air en 2 minutes. En 2 minutes. Alors, déjà, cette dame, elle a compris ça, parce qu'il y a déjà une VMC hydro-réglable. Donc, elle a déjà fait les démarches. Par contre, on ne lui a pas expliqué que c'est un système global qui permet d'avoir un bon renouvellement d'air. Un bon renouvellement d'air, il doit être constant. Il doit être organisé de telle sorte à avoir un balayage général, à prendre l'humidité en excès dans la maison, puisqu'il faut avoir une humidité relative aux environs de 55% à 19 degrés Celsius, et que pour ça, il faut prendre de l'air extérieur, qui est réputé plus sec, le faire entrer, on le réchauffe, ok, ça coûte de l'argent, très peu. Pour chauffer de l'air, il faut très très peu d'argent. Donc ça, j'ai des articles qui décortiquent ça. Et donc, ça, elle l'a en partie fait. Mais pour bien le maîtriser, il faut d'abord que sa maison soit quand même avec un minimum d'étanchéité. On ne lui demande pas de passer un blower test comme avec une maison neuve, non, pas du tout. Mais néanmoins, rien qu'en disant, j'ai mes 2 portes qui donnent sur l'extérieur, qui ne sont pas isolées, dont une, c'est une porte intérieure, et sous-entendu, il n'y a pas de joint, ça a été posé il y a 25 ou 30 ans, à la mode d'alors. On n'avait pas les mêmes objectifs que maintenant, pas les mêmes contraintes. Et à l'époque, pour compenser les fuites, on lui avait dit, c'est pas grave, tu vas mettre une chaudière, tu achèteras du fioul. Aujourd'hui, elle ne peut plus acheter le fioul. Donc, il faut qu'elle trouve une autre solution. Donc, voilà, ça, c'est la contrainte numéro 1. C'est simple, on n'a pas besoin de super performance au niveau de l'étanchéité. Non, des usines à gaz, ça ne sert pas à grand-chose. Mais à quoi ça sert, cette VMC? Ça sert à... Alors, ça sert en tout premier pour l'humidité relative. Donc, à maîtriser l'humidité relative, qui est un des paramètres de confort. Si ce n'est, à mon avis, il y a 2 grands paramètres. Il y a celui-là et les échanges par rayonnement. Moi, je les mets à égalité. Et très loin devant tous les autres. Très loin devant tous les autres. Donc, l'humidité relative, c'est quoi? C'est elle prend un bain, elle prend une douche, elle fait la lessive, elle fait la vaisselle, elle fait la cuisine, elle lave au sol, etc. Et donc, c'est nos activités qui nous font relâcher de la vapeur d'eau dans l'air. Et comme je disais au départ, autrefois on vivait 30% de son temps dans la maison, maintenant c'est 70% du temps à l'intérieur. Alors c'est pas toujours à l'intérieur de la maison, mais c'est quand même une grande part à l'intérieur de la maison. Et toutes les activités les plus génératrices de vapeur d'eau, que sont la toilette, la cuisine, la lessive, etc., c'est fait chez soi. Donc ça, il faut évacuer
cette vapeur d'eau qui est en excès. Hein. On parle de grammes d'air par kilo, de grammes d'eau par kilo d'air, mais on ne va pas développer le sujet. Mais néanmoins, très rapidement, on peut s'en rendre compte en achetant. Aujourd'hui, on trouve des petits thermomètres, hygromètres. Alors, bon, à 3, 4, 5% près, au niveau de la fiabilité, on est d'accord. Mais ça permet de voir aux gens qu'ils peuvent être à 17 degrés, par exemple, et 55% d'humidité relative, ils sont bien. Ils font cuire des pâtes. Rien qu'en... Pour une personne, hein, dans une maison de 62 mètres carrés, on fait cuire des pâtes à la cuisine. On va monter à 18, 19 degrés, mais 65 ou 70% d'humidité relative. Ça y est, on est sorti de la zone de confort. On a 1 degré de plus, mais on est dans l'inconfort thermique. C'est quand même pas croyable. Eh ben, c'est du ressenti. Voilà, c'est comme ça. Et donc, une VMC, elle permet justement, surtout si elle est hydro-réglable, c'est son cas, ça doit être une simple flux, c'est une petite machine, alors ok, ça vaut 400, 500, 600 euros les meilleurs, c'est quand même pas des dépenses phénoménales, on a juste à extraire, on n'a pas un système de gaine extrêmement complexe à faire passer partout, c'est simple à installer, c'est fiable, et ça, sa machine va fonctionner, allez, 20 ans, 25 ans. On connaît des simples flux de base. Ils sont ni hydro-réglables ni rien du tout. Des simples flux de base qui, après 30-35 ans, fonctionnent et rendent toujours leur service. Comme au premier jour. Et donc, bon, mettons-lui 20-25 ans de durée de vie. Et si elle grille, eh ben, elle va changer la mécanique. Elle va en remettre une nouvelle. Et c'est reparti pour un tour. C'est très simple. Il n'y a pas d'entretien. Encore faut-il qu'elle soit bien installée, qu'il y ait les prises d'air et les sorties d'air et les extractions au bon endroit. Voilà. Donc, toute chose qu'un habitologue va lui expliquer. Donc, ça lui permet d'être dans le confort à moindre température, voilà. Enfin à moindre production d'énergie, on va dire. Moins de consommation. Moins d'énergie injectée dans la maison. Moins d'énergie injectée dans la maison parce que, effectivement, la VMC consomme un peu, mais c'est dérisoire. C'est des moteurs qui font 8 watts, 10 watts, 12 watts, c'est que dalle. C'est que dalle. Voilà. Et chauffer de l'air, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Ça coûte presque rien. Faire des pâtes, c'est pendant 12 minutes, on fait bouillir les pâtes si on les veut vraiment bien cuites, si on les veut al dente, 9 minutes. Hein. On a notre kilo d'eau là qui va bouillir. Mais je vous jure, dans une petite cuisine, on gagne 1 degré. Donc, voilà, 1 degré parce qu'on a cuit des pâtes pendant 10 minutes. Donc, oui, c'est facile de faire monter de l'air à température. Et donc, oui, la VMC, c'est ça. On prend de l'air extérieur qui vient remplacer de l'air intérieur qui est surchargé de vapeur d'eau. Ça, c'est sa première fonction. Et sachant que l'air qui est plus froid et plus sec, bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails, mais les sticks à lèvres, pour éviter de gercer, parce que l'air est trop sec, c'est l'hiver qu'on les utilise. Tout à fait. C'est pas l'été. Et comme quoi, parce que l'hiver, l'air est sec. Voilà, c'est comme ça. Ouais, parce qu'on peut mettre moins d'eau dans... de l'air froid contient moins de vapeur d'eau que de l'air chaud. On ne va pas rentrer dans les détails. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est en fait. Deuxième chose après le confort, c'est... Alors, ce que fait la VMC, elle fait d'autres choses. C'est qu'on a de plus en plus, voilà, on est là sur des bons vieux fauteuils d'antan, hein, c'est des bourres en foin, en paille, etc., en crin. J'ai pas de polyuréthane là-dedans. Par contre, quand on achète un canapé moderne, c'est du polyuréthane. Le polyuréthane, au début, il dégage. Il laisse émaner des COV et des CIOV. Alors on entend beaucoup parler des COV, composés organovolatiles, mais pas beaucoup des CIOV. La différence, c'est que les composés organovolatiles contiennent au moins une molécule de carbone, ce qui n'est pas le cas des autres. Mais par exemple, l'ammoniac, qui peut être mortel, c'est un CIOV, personne n'en parle jamais de cela. Hein. Mais ils sont là. Il y a les microparticules qui sont dans l'air. Il y a chaque fois... Ce qui m'horripile, on arrive des fois, j'entends les gens dire « Ah, ça sent le propre ». Mais non, le propre, ça n'a pas d'odeur. Si ça sent quelque chose, c'est qu'on a mis un COV dans l'air ou un CIOV. Et toutes ces choses-là, les bombes là, qu'on utilise pour vaporiser, tout ce qui relève du cosmétique, etc., tout ça, c'est très bien. On a une belle peau, on a un beau machin, on a un beau truc, et on a de l'air, c'est irrespirable, c'est plein de molécules délétères. Eh bien, il faut évacuer ça. Et il faut renouveler. Donc c'est aussi ça. C'est aussi la teneur en oxygène. C'est aussi l'évacuation du CO2 en excès, parce qu'on respire.
Voilà. Si je parlais de faire cuire des pâtes, si je les fais au gaz, ben, j'ai brûlé de l'oxygène et j'ai relâché du CO2. Et ben, il faut que je renouvelle. Donc, elle fait tout ça, la VMC. Et comme on sait que un des autres critères de ressenti de confort, qui est probablement en troisième position, c'est les courants d'air, donc on fait des habitats de plus en plus étanches. Bon, cette dame, manifestement, avec ses deux portes, ce n'est pas le problème. Mais quand elle va les avoir changés, si on lui explique que ça va lui apporter d'autres conforts et de réelles économies de chauffage, parce que là, par contre, ne pas lui faire changer ses portes, alors qu'on lui dit qu'il faut surisoler le grenier, qui est déjà isolé avec 30 cm, et qu'il faut enlever une chaudière qui peut-être fonctionne encore très bien pour mettre une pompe à chaleur, tout ça en lui disant il faut que vous réisoliez vos murs, mais on ne change pas les menuiseries, alors qu'elle-même a vu qu'elle n'était pas performante, franchement, c'est révoltant. Moi, ça me révolte. J'ai peut-être tort de me révolter, ça m'énerve. Mais donc, je reviens sur le renouvellement d'air pour finir. Donc, ça permet aussi donc, d'avoir un air qui est sain. Oui. Mais sain aussi parce que si un air est trop humide, donc l'eau qui est contenue va se condenser sur les parties froides, les moins isolées. En tout auréole, cas, voilà, moisissure, etc. Spores qui se baladent dans l'air, allergie, qui, pour certains, disent ils sont allergisants, ces spores. Moi, je ne l'affirme pas. Je pense que oui, mais je ne l'affirme pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une microparticule qui est dans l'air. Et que les microparticules, nos poumons ne sont pas faits pour être des filtres. Donc, moins on en a, mieux c'est, quoi. Oui, donc, effectivement, la base, la VMC, c'est vraiment la base première de tout. Hein. Ça, on est d'accord. Donc, en deux... Le rayonnement. Ah, je croyais que ça allait être le chauffage. Non. Ah ben non, le rayonnement. Ben oui, effectivement, souvent on nous dit, en un, vous isolez, en deux, vous changez de chauffage. Donc, c'est pour ça que c'était un mauvais trait d'humour, je suis désolé. Donc, le rayonnement, c'est quoi? C'est le docteur Agnès Sommet, qui est professeur à faculté de médecine de Toulouse et au CHU de Toulouse, qui est vraiment une sommité, dit, et je n'ai aucune raison de dire le contraire, je crois même qu'elle a totalement raison, qu'on perd 60% environ de notre chaleur corporelle par rayonnement. Qu'est-ce que le rayonnement? Un rayonnement, c'est tout ce qui est au-delà du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius, émet du rayonnement, dont des infrarouges, ce qui nous intéresse le plus pour les ressentis de confort. Ça va des UV aux infrarouges, hein, infrarouges lointains, dit-on. Donc c'est tout le spectre de la couleur, des couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, et encore que l'arc-en-ciel, c'est ce qu'on voit. Mais il y en a qu'on ne voit pas. Hein. Et quand on prend un coup de soleil, on ne l'a pas vu. On l'a pris quand même. Et les rayonnements infrarouges, c'est pareil. Ils ne nous font pas de coup de soleil, mais on échange et on ne les voit pas. Et donc, un rayonnement, je l'envoie, je prends un rayon qui est là, qui va vers mon mur. Ben, le rayon, là, parce que j'envoie du rayonnement, je suis au-delà de moins 273 degrés Celsius. Donc, j'en envoie dans toutes les directions. Le mur en capte, et lui, il est au-delà de moins 273 degrés Celsius, il m'en renvoie. Mais il en renvoie aussi là-bas. Ça échange en permanence dans tous les sens. Et donc, plus je suis près des éléments, et dans sa petite maison de 62 mètres carrés, là, elle a tout bon, parce que les échanges par rayonnement décroissent, je crois de mémoire, avec le carré de la distance. Je ne suis pas sûr de la formule, mais en tout cas, plus je suis loin d'un élément, moins je vais changer avec lui. Et c'est normal, parce que si je suis proche du mur, ben, ce qui part là, je le prends. Si je m'en éloigne, ben, ça va me passer au-dessus de la tête. Hein, et donc, je vais moins échanger. Et donc, lorsque j'ai compris ça, on a ce qu'on appelle la diffusivité, l'effusivité et l'émissivité. Alors ça, on nous parle beaucoup du lambda, du R, ça on en parle beaucoup, mais diffusivité, effusivité, émissivité, alors là, on en parle très peu. L'émissivité, c'est assez simple à comprendre, c'est un rayon lumineux, il arrive contre quelque chose, il est renvoyé ou il n'est pas renvoyé. Donc un miroir, par exemple, bah, il renvoie tout le rayon, donc il ne monte pas en température. Ça se comprend vite. Dans une salle de bain, la condensation, elle est d'abord sur le miroir, après, elle est sur les carrelages, et après, elle est sur la peinture. Parce que le miroir est ce qui renvoie le plus, le carrelage ce qui renvoie en second, et la peinture, ça en renvoie quand même beaucoup moins. Donc, si le rayonnement n'est pas complètement renvoyé, il est arrêté, et le fait d'arrêter un rayonnement, et qu'il ne puisse pas continuer sa course, force la dissipation de l'énergie qu'il contenait
qui était une énergie lumineuse, en chaleur. Et donc, ça va faire monter en température la paroi. Si elle monte en température, on revient tout à l'heure à ce que tu disais avec de l'air qui contient beaucoup de vapeur d'eau. S'il est en contact de quelque chose de froid, eh bien, cette vapeur d'eau va se condenser et on va avoir de la buée. Et de la moisissure et des champignons, bref, tout ce qu'on ne veut pas. Et donc, ce rayonnement-là, cet échange par rayonnement, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte. Il est favorisé par des éléments, ces radiateurs en fonte sont parfaits, Elena. Il faut qu'elle les garde. Simplement, il faut qu'elle ait une machine qui soit adaptée pour avoir la puissance pour aller derrière. Ça, c'est autre chose. Mais donc, ces radiateurs en fonte, très bien pour le rayonnement, très bien. Beaucoup d'inertie, formidable. Donc ça, elle a plutôt déjà des bonnes choses chez elle. Donc il va falloir qu'on lui explique que ça, il ne faut pas qu'elle le perde. Après, il y a la nature des parements. Est-ce que je suis sur un parement minéral ou végétal? Ou sous forme de tissu. Par exemple, la laine, ça a un excellent rayonnement. Autrefois, on parlait des châteaux forts, des églises, où les gens disent oh, « Vous vous rendez compte, toute cette pierre, comme ça devait être difficile d'habiter l'hiver, alors qu'il y faisait plus froid que maintenant, etc. » Bah, ils n'étaient pas couillons. Nous, maintenant, on a tout enlevé et on regarde les pierres parce que ça nous semble, voilà, oh, c'est beau, les pierres, les machins. Bah, ils se gardaient bien d'avoir les pierres apparentes. Ils mettaient des parements. Ceux qui avaient de l'argent mettaient des parements tenture, hein, donc la manufacture des gobelins, on va peut-être la relancer. Bon, enfin, c'est un peu cher quand même pour le commun des mortels, mais vous mettez un papier peint épais, c'est quoi? C'est du papier. Le papier, c'est de la cellulose. La cellulose, c'est du végétal. Les papiers peints d'antan qu'on ne supporte plus aujourd'hui avec les grosses fleurs, dans les couleurs d'automne, on dira. Hein. Ça, on en a vu de partout de ça. Eh bien, cette petite épaisseur-là, avec ces couleurs-là, mais on a une action positive de la colorimétrie et de l'effusivité de ces matières-là. On change complètement une pièce rien qu'avec ça. Si on a la bonne idée de prendre un papier peint, papier non vinyle, parce qu'aujourd'hui on veut qu'on puisse tout lessiver, alors on nous met des papiers vinyles, en nous disant vous pouvez les lessiver. Ben, si on peut les lessiver, en règle générale, c'est qu'ils sont étanches. Et s'ils sont étanches, ben, on en revient à trop de vapeur d'eau, ça ne migre pas, ce qu'on appelle la perspirance. Et donc, voilà, tout ça est lié. Donc ça, on va le lui expliquer. On avait aussi autrefois le bois. On mettait donc des lambris, des choses comme ça, qui étaient assez chaleureux. Bon, maintenant, quand on est à Angoulême, c'est moins classique d'avoir un intérieur bois que quand on est à Chamonix. Donc voilà, on s'adapte. Mais à Angoulême, ce qu'on avait chez les gens qui n'avaient pas de sous, c'était des enduitaires. Je connais l'Angoulémois, j'ai de la famille là-bas. Eh bien, on a fait un séminaire là-bas, etc., avec nos habitologues, dans un endroit magnifique. Bon, donc, on a vu les parements. Effectivement, on les connaît. Et l'enduitaire, ben, ça peut être de la terre du jardin, ça peut être de la terre qu'on achète, hein. On peut aller chez Point P, chez Dibat, chez qui on veut, hein, on en trouve. Et on fait un enduitaire, ben, on va corriger thermiquement. Et on a un tas d'exemples dans toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, là. Je pense particulièrement à Pascal, on y est allés tous les deux, où les gens disent, un enfant, j'aime bien les témoignages d'enfants, j'aime bien les trucs nature, la dame tout à l'heure que j'ai citée qui dit « Et en plus, maintenant, on a chaud ». Voilà, ça c'est un témoignage, ça. Et Pascal, quand on discute avec elle, elle a des enfants qui ont 7, 8 ans, 9 ans. Elle a d'autres enfants qui sont venus aux anniversaires des siens. Il y a quand même un enfant de 8 ans qui est venu lui dire « Ah madame, qu'est-ce qu'on est bien chez vous, qu'est-ce qui fait bon ?» Eh bien, chez Pascal, c'est des enduitaires. Un enfant de 8 ans, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est quand même pas classique qu'un gamin de 8 ans vienne voir un adulte en disant « Qu'est-ce qu'on est bien chez vous, qu'est-ce qui fait chaud ?» Ben ouais, il n'a pas analysé que c'est un enduitaire. Lui, il est bien, il le dit. Donc ça, c'est des témoignages forts. Et donc ça, c'est effectivement le point 2. Parce qu'en fonction de la nature de tout ce qui nous entoure, on va avoir des échanges par rayonnement qui vont être plus ou moins intéressants. Et ça, l'habitologue est aussi... Ça fait partie aussi de pouvoir de la utiliser base. la masse.
La masse, bien L'inertie, évidemment. c'est-à-dire Sa que maison de ville, elle a de la masse. Et autrefois, si on écoute les gens qui nous disent, si on applique le calcul du lambda d'un matériau, c'est sa capacité à laisser passer plus ou moins de chaleur. On va se la résumer. énergie ou chaleur. Voilà, énergie et chaleur. Et donc, on prend en maison de ville à Angoulême, j'imagine, des murs de 50-60 dp, à peu près, c'est ça la maille. Hein. Eh bien, si on met ça sur un tableur et qu'on dit il faut qu'on chauffe, mais le tableur va nous indiquer 4 fois plus de consommation que la réalité. Parce que le tableur, il ne tient pas compte de la masse, il ne tient pas compte de l'inertie, il ne tient pas compte de la diffusivité. La diffusivité qui est la faculté qu'a un matériau à garder la chaleur du côté d'où elle est arrivée plutôt que de la transmettre, etc. Je parlais des enduits terre, diffusivité, on améliore. Hein. Si on veut faire une correction thermique, terre-paille, chaud-chanvre, on en a des solutions. On a qui sont même à la portée d'un bon bricoleur qui veut le faire chez lui. Donc, ouais, je pense que le deuxième point, il est hyper important. Et le troisième? C'est l'adaptation au climat actuel Ouais. et surtout au devenir, prendre des contraintes, en prendre en compte les contraintes Voilà. des modifications climatiques et des extrêmes qui Voilà. varient en fait. Alors, donc, oui, tu as raison, Geoffrey, en disant que le point 3, c'est l'adaptation au futur. Notre futur, quel est-il? En tout cas, pour les 200 prochaines années, je crois que, quoi qu'on fasse, on a mis en route l'augmentation des températures, les bouleversements climatiques. On est en train de le vivre, les incendies dans plein de régions du monde, des inondations, des tempêtes, de la grêle, etc. Tout est amplifié. Tout est amplifié. On a les assèchements des couches d'argile, gonflements, assèchements, etc. Ce sur quoi on a construit, tout ça, c'est les conséquences des bouleversements climatiques. Donc on a à nous adapter à tout ça. Ce que l'on sait, c'est que même si aujourd'hui on continue à être obnubilé par l'hiver et le chauffage, ce n'est pas là qu'est le grand défi de demain, parce que plus ça va aller, moins on va avoir besoin de se chauffer. En plus, si on prend en compte tout ce qu'on a dit, notamment le rayonnement, etc., même si on pousse à fond le raisonnement, ça n'est peut-être plus de chauffer l'habitat, mais de chauffer l'individu. Là, on va encore plus loin. Alors, on va peut-être pas aller jusque-là aujourd'hui, mais c'est une piste qu'il ne faut pas perdre de vue. Moi, je l'ai vécu, je le vis. Je vis dans une chambre qui n'est pas chauffée. Mais je suis comme tout le monde, j'aime pas me glisser dans un lit qui est froid. Sauf que dans ma chambre, il fait 13 degrés. Dans ma chambre à 13 degrés, mon lit est à 13 degrés. Si je me rentre, moi, avec ma surface de peau à 28-30 degrés dans un lit à 13 degrés, je grelotte, je ne suis pas bien. Et donc, ce que font les gens, eh bien, ils chauffent leur chambre à 18 degrés et ils rentrent dans un lit dans lequel ils n'ont que 10 degrés de delta et ils sont dans le confort. Eh bien, moi, je reste avec ma chambre à 13 degrés et j'ai acheté un surmatelas chauffant. 60 watts, 20 minutes de fonctionnement le soir avant d'aller se coucher, 2 bouillottes, parce qu'en plus, je trouve que j'ai droit à mon confort. Donc je m'offre les deux, ceinture et bretelles, le surmatelas chauffant et les bouillottes. Pour avoir de l'eau chaude, ouais, ok, j'ai une bouilloire qui doit faire 2000 watts à peu près de puissance. J'ai 5 minutes de chauffe. Donc, allez, 2000 divisé par 60, je ne sais pas combien ça fait, mais bon, ça ne doit pas faire énormément. Hein. Et en tout cas, mon surmatelas, lui, avec ses 60 watts que j'utilise 20 minutes avant d'aller me coucher, ça me fait moins 20 watts consommés pour rentrer dans un lit où je rentre dans le confort. J'ai regardé, il me faut à peu près 2 mois pour consommer 1 kWh. Et donc, 2 mois pour 1 kWh, c'est pas cher quand même. Hein. C'est pas cher. Et donc, voilà, ça, ce sont des pistes aussi à avoir. Et donc, je pense que demain, notre grand défi pour revenir, cette maison dont nous parlait la dame, par exemple, elle est à Angoulême, cette maison, elle est donc en ville, c'est une maison de ville, elle nous a annoncé. Angoulême, c'est sur un rocher. Hein. Et quand le cagnard tape, bah, il fait chaud.
Donc c'est effectivement d'apprendre à gérer les extérieurs. Et peut-être que dans ce qui n'a pas été abordé du tout, il y a, par exemple, si elle a des menuiseries au sud, puisqu'elle nous a dit, elle m'a dit, j'ai un pan un pan de toit au sud-ouest. Donc, soleil, sud et couchant. Je ne connais pas sa rue. Je ne sais pas si elle a un écran devant, si de l'autre côté il y a une maison qui l'en coupe, etc. Et si tel n'est pas le cas, et qu'elle a du rayonnement qui rentre, peut-être faut qu'on prévoie aussi des stores vénitiens. Alors, ça coûte 150 € à peu près, hein, un store pour une fenêtre, une porte-fenêtre. C'est un peu plus cher, mais c'est quand même pas dispendieux et ça se pose à l'extérieur. On l'ouvre, on le ferme quand on en a besoin, hein. Donc, avant de partir le matin, si on sait qu'il va faire très chaud, bah, on descend ces stores vénitiens. Le soir, on les remonte, voilà. Donc, ça va être des choses à prendre en compte. Elle, on ne va pas lui parler de végétation parce que bah, elle est en ville, ça va être peut-être elle va pouvoir faire monter un peu de vigne vierge, mais encore ça me semble difficile en ville. Mais si on raisonne global, la dame dont je parlais tout à l'heure, qui était arrivée en disant « et maintenant en plus on a chaud », bah, c'était en Haute-Savoie, c'était typiquement à la campagne. Donc là, on va peut-être travailler sur la protection avec des écrans solaires, avec des arbres à feuilles caduques, par exemple, ou effectivement, on va mettre de la vigne vierge ou autre sur les façades, etc. Donc, et en tout cas, on va arrêter, mais on va arrêter de bétonner. Je voyais un rapport là récemment sur des gens qui ont construit des maisons BBC. Et ils faisaient voir la construction de la maison BBC, Ossature-bois, BBC, etc. Et d'emblée, ils ont fait une dalle béton qui est traversante et qui va dehors, qui est en continuité avec la terrasse extérieure qui fait 3 mètres de large, qui est une magnifique batterie thermique d'été et qui l'hiver sert de pompe à chaleur de pompe aspirante, pas de pompe à chaleur, de pompe aspirante pour virer les calories dehors, et l'été pour les faire rentrer. Tout le contraire de ce qu'on voudrait. Donc voilà, il faut qu'on joue sur des choses intelligentes. Il faut que les terrasses extérieures, on les fasse en bois, en végétal. Il faut que les balcons, on arrête de faire des balcons béton. Je regarde ce qui se construit en ville. Je suis allé travailler un petit peu pas très loin d'Angoulême, un peu plus au sud, sur Bordeaux. Donc, avec la 5, là, j'espère qu'on sera dans un reportage qui va avoir lieu, etc., qui sera diffusé au printemps sur précisément la chaleur en ville l'été. Et Bordeaux est une ville où il y a quand même beaucoup de grues qui sont dressées. On continue à construire comme il y a 25 ans. On continue à faire des balcons béton. Alors oui, on nous dit, oui, mais on a mis une rupture. Ok, on a mis une rupture. Ouais, on a mis un tout petit peu, ça conduit un peu moins, etc. Mais arrêtons de faire des balcons béton dont on sait que au bout de 100 ans, on a fait une vidéo un petit peu sur le vieillissement des bétons. On sait que dans 100 ans, ces balcons vont s'écrouler, peut-être même avant. Hein, parce qu'ils ne tiennent pas dans le temps. C'est pas possible que ça tienne dans le temps. C'est un défi. Au bon sens, les balcons béton, ça n'a pas de sens. À moins de faire des consoles qui les tiennent dessous, mais on n'en fait plus. Maintenant, c'est filant. Et donc, on est en train de faire des choses qui ne vont pas, quoi. Isoler le sol. Et s'isoler du sol, alors que, tout naturellement, dans le sol sous la maison, au-delà d'1 mètre de l'extérieur, et en ville, on a des murs qui font déjà 50-60 cm, donc on est déjà très éloigné de l'influence du chaud et du froid qui change en fonction des saisons. Donc le sol, il est aux environs de 12 degrés Celsius, été, hiver, en permanence. Donc l'été, c'est une source de rafraîchissement. Il n'y a que par là que les calories qui entrent en trop, et notamment par le toit. Donc l'été, par contre, il faut mettre le paquet sur le toit, avec des isolants d'origine végétale, parce qu'on a un déphasage qui est infiniment plus grand. Donc tout ça, on l'a déjà développé dans de nombreuses vidéos. Donc on peut le retrouver, j'ai des articles qui ont été écrits là-dessus. Et donc ça permet d'évacuer la chaleur l'été. Parce qu'on dit ça amène du frais. Non, le frais n'est jamais amené, c'est le chaud qui est évacué. C'est comme
ferme la porte, tu laisses entrer le froid. Non, on laisse sortir le chaud, on ne laisse pas entrer le froid. C'est un échange de quelque chose qui existe contre quelque chose qui n'existe pas. Et donc, ce qui existe, la chaleur, c'est les particules qui constituent la matière qui sont en mouvement. Et le froid, c'est parce qu'elles n'ont plus de mouvement. Donc, c'est le mouvement qui est transféré de la partie chaude vers la partie froide. Donc, c'est toujours le froid qui attire le chaud. Hein. Ouais, je finis par ça. Et alors, qu'est-ce que je peux dire à la sortie de ça? Je peux dire que on peut se renseigner sur un tas de choses. Il faut essayer d'éviter de s'en tenir aux renseignements par rapport aux gens qui n'ont que, ou pour principal, il faut les écouter. Si on peut avoir des subventions, il ne faut pas s'en priver. Mais il ne faut pas que ça soit le fil conducteur. Je ne dois pas faire de travaux sous prétexte que j'ai des aides. Non. Si ces travaux répondent à mes besoins et qu'en plus ils sont aidés, c'est parfait. Mais il faut d'abord qu'ils répondent à mes besoins. Donc ça, c'est primordial. Et il faut également se méfier des gens qui sont des vendeurs. Parce qu'eux, ils arrivent avec une solution. Que ce soit le vendeur de matériaux, avec la meilleure volonté du monde, il va essayer de vendre ce qu'il a sur ses étagères. C'est normal. C'est le principe de base d'un commerçant qui veut que son commerce soit florissant. Hein. Un industriel aussi, il vend des solutions. Et donc les gens qui viennent nous dire « je viens, vous allez voir gratuitement, je vais vous expliquer comment vous devrez être bien chez vous ». Le gratuit, il y a longtemps qu'on sait que raser gratuit, c'est dans les contes, c'est dans les fables, mais ce n'est pas dans la réalité. Donc s'ils n'ont pas gagné d'argent sur le conseil qu'ils ont donné, c'est qu'ils ont gagné de l'argent soit parce qu'ils sont payés pour ça, et donc ils vont vous vendre des choses qui sont orientées selon des diktats gouvernementaux. Ça existe. C'est ce qu'on appelle les subventions, des aides. Et donc, voilà, il y a le... Pourquoi a-t-on, tu disais tout à l'heure, aujourd'hui on ne subventionne plus le changement des menuiseries. Pendant 10 ans, on a subventionné le changement des menuiseries, maintenant on ne les subventionne plus. Voilà, on a décidé, non, ça, c'est fini. Aujourd'hui, on subventionne les pompes à chaleur en remplacement du fioul. Et demain, qu'est-ce qu'on va subventionner? Je ne sais pas. Demain, alors aussi du photovoltaïque sur le toit, etc. Je ne dis pas que toutes ces choses-là, c'est pas bien. Je dis qu'il faut que ça corresponde aux besoins. Et que pour cela, eh bien, on a besoin de voir des gens qui, en toute impartialité, parce qu'ils ne vendent rien d'autre, ils viennent, ils se font payer. Parce que nous, on vend des formations pour former les habitologues. On ne les donne pas. Parce que c'est du boulot de former un habitologue. C'est 400, 500, 600 heures de boulot pour l'habitologue pour apprendre à être formé. C'est des coachings qu'on produit en permanence, etc. On fait des mises à jour, etc. Donc, oui, ça a un coût. Il est assuré. Il prend son temps. Il se déplace. Il est normal qu'il soit payé. Toute peine mérite salaire. Et on est arrivé, nous, à la conclusion que ça a un coût non négligeable, que je l'ai déjà situé pour cette dame, par exemple, c'est entre 500 et 1000 euros. Mais quand l'habitologue va partir, elle saura ce qu'elle doit faire. Pourquoi elle va le faire? Elle ne saura pas forcément d'emblée avec qui, mais elle saura ce qu'elle doit imposer, ce qu'elle doit exiger pour être vraiment dans le confort, pour que ça corresponde à son besoin. Elle sera armée pour faire ses choix. Et si les choix sont bien faits, au lieu d'empiler pour 40 ou 50 000 euros de travaux qui sont utiles ou pas utiles, qui sont compatibles ou pas avec sa maison, qui risquent peut-être même de la dégrader ou de ne pas protéger ce qui devrait l'être, eh bien, il est fort probable qu'avec l'habitologue, elle va dépenser, 15 000, 20 000 euros, et qu'elle va avoir effectivement déboursé 1 000 euros pour en économiser 20 000 ou 30. C'est à ça que ça sert un habitologue. Et je suis toujours surpris, Marie, et je ne comprends pas que les gens soient prêts à dépenser 50 000 euros sans être certains de ce que ça va apporter et qu'ils rechignent à dépenser 500 ou 1000 euros pour avoir des certitudes. Donc, tu dépenses beaucoup pour être dans l'incertitude, alors que tu pourrais dépenser peu pour être dans la certitude. Je ne comprends pas. Moi, ça m'étonne toujours. Donc,
Ah, c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas expliqué comme ça. Voilà, c'est peut-être. Alors, j'espère avoir expliqué pour que vous ayez compris, vous qui avez écouté cette vidéo, que vous ayez compris que un habitologue, c'est pas quelqu'un qui vient pour vous pomper de l'argent, il vient simplement, il fait un travail. On a maintenant beaucoup d'exemples d'analyses d'habitat qui ont été faits. Vous m'avez beaucoup vu opérer, vous commencez à avoir quelques habitologues opérer. Et nous avons aujourd'hui une trentaine d'habitologues sur le territoire, demain 100, 200, 300. Il y a un site habitologue, vous l'avez dans le descriptif. Vous demandez, quelqu'un viendra, va vous expliquer déjà ce qu'il va venir faire chez vous. Vous allez vous mettre d'accord avec lui, il va faire un devis, lui ou elle, parce qu'on a autant d'habitologues que d'habitologues, hein, et c'est très bien comme ça. Et donc, vous pourrez enclencher des travaux avec des certitudes. J'ai un vieux client qui a aussi été interviewé et qui, en gros, dit « Claude, quand je l'avais au téléphone, il m'enlevait un nuage d'au-dessus de la tête. » Et un jour, il m'avait dit « Tu sais, moi, payer pour ne plus avoir de nuage et savoir ce que je vais faire et pourquoi je vais le faire, ça n'a pas de prix. » Alors, si ça en a un, 500 à 1000 euros. Mais au moins, vous aurez des certitudes. Moi, voilà ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que je vous l'ai transmis. Merci Claude. Mais avec plaisir, Geoffrey.